Donc, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de revoir avec vous les principes de traitement. C'est des principes qui sont très importants. On a toujours l'impression que lorsqu'on ajuste le traitement médical, le traitement électrique que vous allez voir avec le docteur Paradès aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours un phénomène de « il est peut-être trop tard pour intervenir ». Je vous rappelle que si vous prenez en charge un insuffisant cardiaque, quel que soit son niveau d'évolution, autrement dit sa première année, sa deuxième année, sa cinquième année, les médicaments, l'approche diététique, limite liquidienne, limite sodique, l'approche électrique va diminuer sa morbidité, sa mortalité. Ce n'est pas comme un infarctus où est-ce qu'on dit c'est mieux les 2 premières heures, puis après ça, c'est moins bon. Chez un insuffisant cardiaque, quelle que soit l'évolution, c'est adéquat. Deuxièmement, un des gros problèmes, c'est que le principe de mort subite, on a l'impression qu'un patient qui survit en insuffisance cardiaque, son risque de mort subite va diminuer. Malheureusement pas pour nous, c'est un risque qui est cumulatif et présent tout le long de son évolution. Donc, aujourd'hui, je vous rappelle, diagnostic et prise en charge. Vous avez l'ensemble des diapositives dans votre fascicule. C'est intéressant. Habituellement, on a de la difficulté à voir les conférences de tout le monde. Cette fois-ci, Yolande, elle me corrigera. Je pense qu'il en manque juste une. Donc, essentiellement, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est, pour ma part, du moins du bon médicament au bon patient. Puis, bien entendu, il y a la médecine selon les évidences, mais il y a aussi notre pratique clinique qui est importante. Donc, je vous rappelle que les recommandations ont déjà été publiées par le CCS. La recette, elle est bien connue pour traiter un insuffisant cardiaque. Donc, un insuffisant cardiaque devrait être traité, vous le savez, avec soit un inhibiteur de l'enzyme de conversion et une combinaison avec un bêta-bloqueur. Ça peut paraître important, intéressant. Je vous rappelle que les données qu'on a actuellement nous démontrent qu'à peu près 80 à 90 de nos patients sont sur un ACE inhibitor. Il y a des gens qui n'en ont pas pour diverses raisons, soit pour une intolérance ou par tout. Deuxièmement, les bêta-bloqueurs, le taux de pénétrance des bêta-bloqueurs en insuffisance cardiaque est d'environ 40 %. Donc, il en reste encore beaucoup. Je vous rappelle que chacun de ces médicaments-là diminue la morbidité et la mortalité. Je vous rappelle que, comme adjuvant au traitement, soit pour remplacer un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou encore en combinaison, mais c'est des candidats très particuliers, on peut donner un bloqueur du récepteur de l'angiotensine. Et bien entendu, c'est toute la thérapie combinée. Comment on fait pour donner de plus en plus de médicaments à nos patients. Ça va être le champ du docteur Bérubé. Pourquoi? Beaucoup d'interactions avec ces médicaments-là, la fonction rénale, les effets secondaires. Donc, c'est bien beau de dire on doit, mais à un moment donné, il y a des problèmes à donner ces médicaments-là. Deuxièmement, bien entendu, malgré le traitement. Parce qu'on pourrait dire, pourquoi il y a encore de la recherche en insuffisance cardiaque? Je vous rappelle qu'un patient qui prend ces médicaments-là, puis qui rentre à l'hôpital en insuffisance cardiaque. Donc, vous l'avez suivi, vous l'avez ajusté. Malheureusement, pour nous, il rentre à l'hôpital. Je vous rappelle qu'il y en a plus que 500 à Fleurimont, à l'Hôtel-Dieu par année, de ces patients-là, qui sont bien traités, bien suivis par nous, par vous, puis qui rentrent à l'hôpital quand même. C'est une des principales causes d'hospitalisation. Un patient comme celui-là, en 1998, lorsqu'on le suivait pendant 1 an, était à 26 % de mortalité. En 2008, on a repris la même analyse. On s'est dit, mon Dieu, en 10 ans, on est bien meilleur pour la prise en charge. Mortalité à 1 an, 26 %. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est le fait qu'on fait un mauvais travail? Je vous le dis, la réponse, c'est non. Le reflet, c'est le reflet de la lourdeur de votre clientèle. Vous avez des patients plus âgés, plus malades, plus difficiles. Autrement dit, cette recette-là, même si on veut l'appliquer MPOC, âgé, insuffisance rénale, on a de la difficulté à l'appliquer. C'est pour ça que les patients viennent à l'hôpital, c'est pour ça que la mortalité est importante. Ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est pour ça qu'on continue à chercher. Je pourrais vous dire, depuis l'année passée ou 2 ans, quand on a fait une journée comme celui-là, on a testé des bloqueurs de l'adénosine, on a testé des bloqueurs de la vasopressine, des médicaments extrêmement intéressants. On a testé des inhibiteurs centraux pour l'insuffisance cardiaque. Malheureusement, pas d'effet bénéfique. Donc, on cherche encore pour améliorer la recette. Malheureusement, on n'est pas encore rendu là. Donc, bien comprendre, bonne prise en charge, important. Bon ajustement thérapeutique, mais l'échec, elle fait partie de l'algorithme. Celle qu'on ne verra pas aujourd'hui, je vous rappelle, la journée d'aujourd'hui, elle porte surtout sur l'insuffisance cardiaque avec abaissement de la fraction d'éjection. Pourquoi on ne parle jamais de l'autre? Parce qu'elle n'est pas importante, pas vrai. 40 à 50 % de vos patients insuffisants cardiaques ont une fraction d'éjection préservée. On n'en parle pas parce qu'on ne sait pas vraiment comment la traiter. Donc, en 2010, on ne sait pas encore comment aborder le patient avec insuffisance cardiaque, fonction systolique préservée, si ce n'est que donner des diurétiques quand il est congestif. Aucun des médicaments qui a été testé à date a donné des effets bénéfiques. Puis ça, c'est vrai pour les IECA et pour les ERA. Des études prospectives nous ont démontré que
ils ne répondaient pas à ces médicaments-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de chercher, par exemple. Un gros chapitre, l'insuffisance cardiaque aiguë, on a décidé de la laisser passer aujourd'hui. C'est une pratique surtout hospitalière. Je vous rappelle que ça non plus, on ne sait pas comment traiter ça. Alors, si je vous demandais l'approche d'un patient qui arrive à l'hôpital en édème aigu pulmonaire, oxygène, la 6, nitro. Parfait. La 6, qui a la recette de la 6? Qui veut? Savez-vous combien il faut donner du Lasix à un patient insuffisant cardiaque? Un petit peu, moyennement, combien? Oui, si je te dis, moi, plus, 80. On n'a jamais testé ça. Sauf cette année. Cette année, on a une étude du NIH qui a été publiée, l'étude dose. On a testé 2 choses. La dose, donner un petit peu de diurétique ou beaucoup de diurétique, ça veut dire soit ta dose Péros de tous les jours que je te donne intraveineux, ou 3 fois ta dose Péros, autrement dit un petit peu, ou beaucoup plus. Puis on a testé aussi le fait de le donner intraveineux ou de le donner en perfusion continue, parce qu'il y a des données qui démontrent que peut-être la perfusion continue est un peu meilleure. Savez-vous ce que ça a donné, ça, à la fin de la journée? Aucun bénéfice, quelle que soit l'approche. Autrement dit, on a tous une recette personnelle, bien, ça reste comme ça parce qu'il n'y a pas de recette miracle pour traiter ces patients-là. Donc, bien comprendre, le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë, on a toutes nos recettes. Essentiellement, ce que l'on veut éviter, c'est l'intubation. À l'échec, c'est devoir mettre le tube. Rappelez-vous pour ça que ça, il y en a de l'évidence. Pour éviter de mettre le tube, si vous avez le choix entre les diurétiques et les nitrates, il faut pousser les nitrates. C'est les nitrates qui diminuent le besoin d'intubation. Docteur Paradès, cet après-midi, va vous parler des thérapies avec dispositifs. Pas tous nos patients devraient en avoir, mais ceux qui devraient en avoir, c'est important. Puis là, je veux faire un point très important. Quand on parle de resynchronisateur défibrillateur, on parle d'argent, puis on dit, mon Dieu, c'est bien trop cher. Le patient est trop malade, on ne devrait pas lui poser ça. Je vous rappelle qu'un resynchronisateur, c'est le pacemaker qui a un fil à gauche, un fil à droite. Pacemaker resynchronisateur, c'est à peu près 13 000 $. C'est assez cher. Une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, c'est entre 15 et 20 000 $. Donc, quand on parle d'éviter, parce que des fois, on parle mortalité, mais il faudrait parler aussi du fait que ces patients-là viennent à l'hôpital, restent longtemps, et puis c'est efficace pour ça. Puis l'autre chose, quand envisager la chirurgie ou si les études sont en cours, présentement, il n'y a pas encore de place pour la chirurgie en insuffisance cardiaque, si ce n'est que des pontages. On va revoir un petit point aussi pour les soins des aînés puis en fin de vie, plus d'interactions médicamenteuses, comme vous le savez, plus d'insuffisance rénale. Un gros principe, le principe de fin de vie, on devrait adresser cette question-là. Ces patients-là ont une maladie qui est par définition chronique, mortelle, fait qu'on devrait savoir où on est rendu. Est-ce qu'on est en traitement actif? Est-ce qu'on est en traitement palliatif? Pourquoi c'est important? Parce que le problème, c'est que si le patient est envoyé à l'hôpital, qu'est-ce qui va arriver à 3 heures du matin? Il va avoir un tube dans la bouche. C'est super intéressant, il va vivre avec ça, mais est-ce qu'on était rendu là ou uniquement un principe de soulagement? C'est très important. Donc, l'importance des maladies cardiovasculaires, vous l'avez assez vu, cette diapositive-là, c'est encore important. Je vous rappelle qu'on commence à avoir une compétition avec les néoplasies. Ça c'est discutable en termes de morbidité totale. Donc, pour la mortalité, le cancer nous a dépassé, morbidité totale, c'est encore controversé. Mais bref, beaucoup de saveurs de cardiopathie ischémique, beaucoup de saveurs d'infarctus aigu. L'autre chose qui est très importante, je vous rappelle que la Société américaine a développé des nouvelles échelles d'insuffisance cardiaque. Vous vous rappelez, avant ça, on parlait de New York Heart Association 1, 2, 3, 4. Puis là, il y a des lettres qui sont sorties A, B, C, D. A voulant dire maladie structurale cardiaque. Ça veut dire que tu as le cœur malade sans qu'il soit malade. Qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ça? L'importance chez nos patients de la prise en charge des facteurs de risque. Si on prévient le diabète ou ses complications, si on prend un meilleur contrôle de l'hypertension, il va y avoir moins d'insuffisance cardiaque. Donc, l'importance de contrôler les facteurs. Puis vous le savez que de ce côté-là, on a de la difficulté. Parce que le taux de diabète est en train d'augmenter. Vous le savez, c'est l'épidémie qui nous guette. Je vous rappelle que le diabète, c'est un déterminant majeur de l'insuffisance cardiaque, en particulier de l'insuffisance cardiaque avec fonction systolique préservée. Pour vous donner quelque chose, un diabétique, là, ce que ça fait, c'est que ça fait de la fibrose au niveau de son myocarde, puis ça l'élève les pressions télédiastoliques. Vos diabétiques essoufflés ont souvent des pressions télé à 20-25. Je vous rappelle que la normale, c'est 12. Pour ce qui est de l'hypertension artérielle, c'est encore le fait qu'on a un mauvais contrôle de l'hypertension. Je pourrais vous dire, vous faites une mauvaise job. Quand ils sont venus regarder ça chez nous, j'ai déjà rencontré l'anecdote. En cardiologie, nous aussi, on a un très mauvais contrôle de l'hypertension, fait que c'est difficile pour tout le monde. Puis bien entendu, tout le spectre de l'insuffisance cardiaque, je vous rappelle qu'on peut avoir une fraction d'éjection abaissée parce qu'on a fait un infarctus, puis on complique.
soit une complication précoce, soit une complication tardive. Je vous rappelle que même sans passer par un infarctus, vous pouvez détériorer la fraction d'éjection par athérosclérose. Donc, on peut boucher une, deux, voire les 3 artères coronariennes, jamais être présent pour un infarctus, pas d'électrocardiogramme caractéristique, pourtant le cœur est affaibli par cette maladie-là. Donc, tout le champ de l'investigation de la maladie cardiaque athérosclérotique, ce que l'on dit, c'est qu'un patient qui a une fraction d'éjection abaissée devrait avoir un cathétérisme cardiaque. Ce n'est pas un MIBI, on devrait être sûr de ce qui se passe, extrêmement important. Bref, un continuum de maladies qui nous amène à un syndrome. 3 types de syndromes. Le premier, c'est l'abaissement de la fraction d'éjection. Si on faisait une échographie cardiaque à tout le monde dans la salle aujourd'hui, il y aurait entre vous des patients qui auraient un abaissement de la fraction d'éjection. Je vous dis ça, on l'a fait nous autres à l'hôpital. On a fait de l'échographie à une quarantaine de médecins. Puis celui qui a eu la fraction d'éjection la plus basse a eu 32 %. Il n'a jamais été investigué, il n'a jamais voulu qu'on fasse rien. Il est encore en vie, je vous rassure, ça fait à peu près une dizaine d'années, puis il va bien. Je le vois marcher quasiment tous les jours. Mais il y a beaucoup de saveurs de dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique. On peut avoir 32 % puis courir le marathon. Il n'y a pas de corrélation entre la fraction d'éjection et la capacité fonctionnelle. Donc, tout le champ de la dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique, on n'en parle pas aujourd'hui. L'insuffisance cardiaque, c'est d'être symptomatique de ça. Il y a une grosse portion aussi de maladie qui est complètement symptomatique. C'est le même principe que l'hypertension artérielle. Donc, ce chapitre-là, on ne le verra pas aujourd'hui. On parle vraiment du patient qui est symptomatique. Donc, limitation fonctionnelle, dyspnée-fatigue, en relation avec l'abaissement de la fraction d'éjection. Puis, bien entendu, ce qu'il faudrait éviter, c'est non seulement le décès, mais comme je vous le disais, on devrait parler aussi de qualité de vie, puis on devrait parler aussi de non-hospitalisation, de rester hors de l'hôpital. C'est ça que je dis à mes patients. Donc, si on revient en termes de définition, je vous rappelle que l'insuffisance cardiaque, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Autrement dit, il y a une maladie sous-jacente, mais c'est un syndrome caractérisé par une anomalie de fonction cardiaque. Puis vous voyez ici qu'on est très large, ça englobe aussi l'insuffisance cardiaque avec fonction systolique préservée. Donc, qui donne des signes cliniques et des signes de débit cardiaque affaibli. La définition de l'insuffisance cardiaque, elle est antérograde. Le cœur, c'est une pompe. Quand il ne fonctionne pas bien, c'est cette fonction-là qui est altérée. C'est celle-là qui est symptomatique. Comment on reconnaît l'insuffisance cardiaque comme clinicien? Par les symptômes rétrogrades, les râles, les crépitaines. Donc, on est bon quand ils sont rétrogrades. Je vous rappelle qu'au début, c'est antérograde, c'est la fatigue, la faiblesse. Puis vous le savez que le diagnostic différentiel de ça, il est très, très large. C'est pour ça qu'on a de la misère à les trouver dans notre clientèle. Donc, je vous rappelle que ça ne prend pas nécessairement de la congestion pulmonaire. On peut avoir un cœur altéré, dysfonctionnel, sans avoir de râle crépitant, avec une radiographie pulmonaire tout à fait normale. Donc, une radiographie pulmonaire, ça n'élimine pas de l'insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque, comme je vous le disais, c'est fréquent, ça diminue la qualité de vie, puis ça, c'est de façon extrêmement importante. Habituellement, quand on fait une analyse de qualité de vie chez nos patients coronariens, ils sont à moins de 50 % de leur population. Ça diminue la tolérance à l'effort, c'est très important. Je vous rappelle qu'un patient, quand on marque dans un dossier classe 3, classe 3, ça veut dire que votre patient fait moins de 350 mètres en 6 minutes. C'est long pour faire le tour du centre d'achat, ça, 3. Fait que donc, c'est important, autrement dit. C'est ça qu'on sous-estime souvent. Si on le fait juste marcher, des fois, on les voit essouffler entre la salle d'attente et notre bureau. Là, ils sont très malades. Sinon, il faut vraiment les tester un tout petit peu plus. Souvent, c'est le conjoint. Le patient va vous dire « ça va bien », puis le conjoint va faire « Autrement dit, on a de la misère à percevoir notre propre maladie. Puis bien entendu, le concept de survie, je vous le disais tantôt, dans les études, ils ne meurent pas, mais dans la vie de tous les jours, nos patients meurent beaucoup. Les nouveaux traitements, je vous rappelle, les nouveaux traitements, ce n'est pas si nouveau que ça. Bêta-bloqueur et enzyme de conversion, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Ça améliore le pronostic de nombreux patients. Puis ils peuvent espérer avoir une vie plus longue, ça c'est important, donc ça augmente la quantité de la vie, puis ça augmente la qualité de la vie aussi, bien entendu, lorsque c'est bien appliqué. Puis les directives, ils sont fondées, bien entendu, sur l'évidence, ça c'est assez clair. Ça, c'est les données de prévalence de l'insuffisance cardiaque. On est à peu près ici. Nous autres, je vous rappelle qu'on est dans le rouge. On est dans des zones de forte prévalence de l'insuffisance cardiaque. On dit 1,5, ça peut vraiment aller chercher jusqu'à 2 à 2 %. Puis bien entendu, on pourrait dire, bof, on va laisser ça aux spécialistes, cette maladie-là. Ce que l'on sait, c'est que la plupart des patients au Canada, puis c'est vrai au Québec aussi, sont suivis par les médecins de famille. Puis c'est intéressant, j'étais mardi dernier à Montréal. J'étais allé à Montréal pendant la tempête, très bonne idée. Donc je suis allé à Montréal, puis j'ai rencontré là, une vingtaine de médecins qui sont responsables des cliniques d'insuffisance cardiaque à Montréal pour leur dire de continuer leur travail. Puis ce qui est intéressant, à Montréal, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il était plus facile de voir le spécialiste que de voir le médecin de famille. À vrai dire, ce qu'ils m'ont dit un petit peu ce qu'on vit dans notre région, à peu près 30 % des patients de leur clinique n'ont pas du tout accès à leur médecin de famille.